Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand plateau Investir et s'investir pour un territoire climatiquement exemplaire. Une belle promesse, on a 45 minutes pour essayer d'y répondre. Vous l'avez vu, le thème de ce forum économique breton, c'est tout ça à la relance. Il va falloir évidemment travailler sur les transitions, les transformations des entreprises et du territoire. Alors comment les financer? Quels investissements on peut imaginer et quels sont les secteurs d'avenir? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec mes invités que j'invite à me rejoindre. Benoît Bonaventure de la direction de transition environnementale Crédit Mutuel Arkea. Vous pouvez les applaudir, merci. Grégoire Chauvière-Le Drian de la Banque européenne d'investissement. Karim Essemiani, président de Gwenaï, plateforme de financement. Et Charles Kabilik d'Epopée, gestion fonds d'investissement à impact. Bonjour messieurs, installez-vous. Alors je disais en préambule, évidemment on a un sacré défi à relever en 45 minutes, réussir à mettre en avant les investissements qui sont disponibles pour un territoire climatiquement exemplaire. Pour débuter cette table ronde, j'ai envie qu'on parle déjà de l'impact de cette crise sanitaire, l'impact que cette crise a pu avoir sur la nécessité de la transformation des transitions. J'ai envie de commencer avec vous, Benoît Bonaventure. Je la rappelle, vous dirigez la direction transition environnementale au Crédit Mutuel Arkea, une direction qui a été créée en début 2020, si je ne me trompe pas. Donc, effectivement, je dirais au beau moment. Quel regard vous portez depuis 1 an et demi, justement, à la tête de votre direction? Alors, clairement, la crise sanitaire a été un accélérateur de prise de conscience, on va dire, des enjeux. On l'a vu autour de la mobilité, des logements. On en parlera tout à l'heure, et également plus récemment autour du rapport du GIEC. Pour revenir également sur la création de la direction de cette transition environnementale, parce qu'on en avait parlé, Céline, d'abord ça partait d'un constat. Arkea, depuis déjà 2015-2016, prenait des participations dans des sociétés d'économie mixte, notamment autour de l'énergie, en Finistère, en Morbihan, en Ille-et-Vilaine, et également au niveau régional. Et ce qu'on a constaté, déjà depuis 2016-2017, c'est une territorialisation beaucoup plus forte des projets, finalement des maillages de projets beaucoup plus petits. Également, ce que l'on constatait, c'est dans les porteurs de projets. Auparavant, on pouvait avoir des porteurs exclusivement publics, exclusivement privés. Aujourd'hui, on a finalement une association qui se fait, une coopération entre ces acteurs pour porter le projet et pour l'accompagner. Ça, c'est le constat. On avait également une ambition, cette ambition autour de la raison d'être de l'ensemble du groupe Crédit Mutuel Arkea. L'ensemble des parties prenantes ont été associées, que ce soit les salariés, que ce soit les administrateurs, que ce soit les parties prenantes, pour définir ce qu'on souhaitait pour le groupe pour les années à venir. Aujourd'hui, bien évidemment, on a un plan qui s'est défini sur les 3 ans, mais ce qui ressortait de cette définition de la raison d'être, c'était clairement de contribuer à la vitalité économique et durable des territoires et contribuer surtout sur un temps long, s'inscrire sur un temps long. Et aussi une opportunité, j'expliquais l'an passé, le lien nécessaire finalement entre la conciliation de l'écologie et de l'économie et ce lien public nécessaire, ce ciment, finalement à la fois le plan de relance a permis finalement d'avancer sur ces sujets. Au niveau de la direction de la transition environnementale, ce que l'on a fait également pour éviter l'entre-soi, on a constitué une équipe pluridisciplinaire avec à la fois des professionnels de l'énergie, des professionnels de l'immobilier, des professionnels bien évidemment du haut de bas de bilan et des risques bancaires. Mais l'objectif, comme on avait à adresser 3 sujets qui étaient le financement des énergies renouvelables, je le détaille très rapidement, mais que ce soit photovoltaïque au sol, photovoltaïque sur toiture, que ce soit l'éolien, que ce soit la méthanisation, que ce soit la mobilité au travers du GNV, au travers de l'hydrogène, que ce soit la rénovation énergétique ou que ce soit l'efficacité énergétique, il nous fallait en fait clairement une équipe pluridisciplinaire, une équipe transverse, parce que finalement dans la banque, jusqu'à présent, on était assez siloté entre les activités grandes entreprises, institutionnelles, collectivités et immobilier. Là, il nous fallait une équipe transverse, parce que quand on échangeait avec des professionnels de la distribution, l'industrie agroalimentaire, avec les collectivités locales, on s'apercevait qu'ils avaient tous les mêmes sujets. Et notamment, on souhaitait les accompagner là-dessus. Au-delà de cette équipe pluridisciplinaire d'accompagner sur la partie business, également, notre objectif, c'était de former et d'informer en interne. Ce n'est pas la constitution juste d'une équipe d'une dizaine de personnes
qui s'assoient sur des ambassadeurs en local dans l'ensemble des centres d'affaires en Bretagne, mais également partout en France, qu'on allait réussir ce challenge qui était finalement d'insuffler et d'expliquer ce qu'était la transition environnementale sur les territoires. Et puis pour terminer sur cette introduction aussi, c'est réussir par des initiatives et également en s'inspirant de ce qui s'est fait par le passé à trouver des nouvelles solutions. Aujourd'hui, on a le télétravail qui se développe, on a le flex office qui se développe dans les entreprises. Arkea, par exemple, très récemment, vient de créer une nouvelle filiale qui s'appelle Arkea Flex. Et justement, on revient sur du modulable, sur du flexible. Et là, c'est de la création et de l'inspiration. Juste côté historique, DMC, Dolphus Mic Company, à la fin du 19e siècle, justement déjà prévoyait en fait cet habitat modulable et flexible. Donc c'est s'inspirer, innover pour accompagner l'ensemble des transitions sur le terrain. Et on verra avec des exemples évidemment concrets qu'on va évoquer pendant cette table ronde. Karim Semiani, ce que vient de dire Benoît Bonaventure, l'investissement à impact, c'est évidemment l'investissement essentiel et à venir, notamment sur le territoire breton. Complètement. L'investissement impact ou l'investissement sur des projets de transition au pluriel dans mon territoire est quelque chose d'extrêmement important. Et pour rebondir sur ce que disait Benoît, je pense qu'il y avait un avant, un après. La crise sanitaire a vraiment exacerbé ce besoin de donner du sens à ses actions, de donner du sens à son épargne. Donc nous, Gweneg, on est opérationnel depuis 2015, on a collecté une 50aine de millions d'euros, on finance que des projets du territoire, on est très chauvin, puisque 99,9%, on dirait un indice bactériologique, de nos souscripteurs sont basés en Bretagne, 10 000 souscripteurs. Ce circuit court du financement s'adresse toujours à toute typologie de projets qui ont pour vocation de créer et de maintenir les emplois sur le territoire. Là où je dis il y a eu un avant, un après, la crise sanitaire a complètement éveillé le sens du je prends conscience qu'il est très important que je fasse des choses, mieux consommer, mieux vivre, mieux manger et mieux produire. La dimension d'énergie renouvelable, effectivement, c'est quelque chose de très important. Donc, dans nos communautés de souscripteurs, on a commencé à avoir ces appels, ou en tous les cas ces besoins en disant « je souhaite financer des projets du territoire ». Et je vais vous faire sourire ou pas, je ne sais pas, mais moi qui suis un breton d'adoption, mais breton quand même, je dis le seul endroit où on est tous bretons, c'est Gare-Montparnasse. Dit en d'autres termes, la territorialité n'est surtout pas au niveau de la maille régionale ou départementale, c'est à 20 minutes de chez soi. Je m'intéresse en priorité à ce qui se passe autour de moi, parce que je le vois régulièrement, parce qu'il y a une interaction directe. Et la crise sanitaire, elle a complètement impacté. On a vu les circuits courts, je vais acheter les paniers, je vais consommer en local, solliciter, encourager les commerces de proximité. Et les projets de transition dans la partie énergie renouvelable, finalement, c'était quelque chose de complètement naturel pour les habitants d'un territoire donné, de quelques communes, que de soutenir ou de créer du lien avec ces projets. Charles Kabilik, vous êtes épopée gestion. Votre objectif, c'est de trouver de l'investissement à la fois sur le digital et également sur le développement durable. Quel regard vous portez aussi sur l'impact de cette crise sanitaire, sur la nécessité de la transition et notamment d'investir dans la transition? Alors, l'impact est incroyable et surtout, cette crise a développé de l'attractivité de nos territoires. C'est une opportunité géniale si on sait saisir cette opportunité. Mais ce n'est pas gagné, parce que pour moi, la vraie difficulté, c'est que la transition écologique qu'on attend de toutes les filières, elle n'est pas forcément facile à faire. Vous prenez le transport, vous prenez l'agriculture, vous prenez la pêche, vous prenez la transition des usines. Et donc, on ne peut pas uniquement accompagner des start-up et des véhicules à impact nouveaux. Il va falloir accompagner la transition des entreprises traditionnelles. Et donc, quand avec Ronan, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose pour réinvestir sur les territoires, on avait deux idées derrière ça. C'était de se dire, il faut flécher des capitaux sur la région, des capitaux qui ne sont pas naturellement chez nous. Donc on a réussi à flécher 250 millions d'euros à date d'argent nouveau qui vont venir sur la Bretagne. Et il faut qu'on investisse non pas uniquement sur les filières à impact, mais il ne faut pas qu'on boude les filières qui aujourd'hui sont des filières qui sont porteuses d'emplois et qui ont besoin de se transformer. Et donc on s'est dit, on va monter une équipe avec à la fois des investisseurs, mais aussi à la fois des gens qui sont capables d'aller recruter des talents pour renouveler des COMEX et d'être capables d'assurer les transitions à la fois digitales et à la fois écologiques auprès du dirigeant. Parce que face au digital, il y a beaucoup de dirigeants qui sont encore comme une poule face à un couteau. Alors, tout le monde sait faire de la visio aujourd'hui, mais réussir à transformer son modèle économique et son business model pour profiter du digital, ce n'est pas forcément aussi évident que ça.
Et sur l'écologie, c'est souvent beaucoup d'investissements, c'est des besoins en capitaux, et donc on va offrir ça. Et donc les besoins d'investissement, on peut les trouver avec vous, Grégoire Chauvière-Le Drian. Karim Essimani parlait de la gare Montparnasse, on a même quitté le territoire. Vous êtes la Banque européenne d'investissement, dite Banque du climat. On l'avait déjà évoqué hier avec le vice-président de la BEI, Ambroise Fayol, sur la nécessité d'investir, et notamment il évoquait le fait que vous, BEI, vous vous associez, alliez aussi avec des acteurs du territoire pour avoir un impact direct justement en Bretagne. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un dynamisme très fort, et en particulier en Bretagne, qui s'est exprimé aujourd'hui, mais pas seulement avec les acteurs qui sont autour de la table. Et ce dynamisme peut bénéficier ou peut aller chercher des ressources extérieures, en particulier européennes. Aujourd'hui, il y a des ressources qui sont mises sur la table, très importantes, que ce soit la Banque européenne d'investissement, mais aussi le plan de relance européen qui a été acté le 21 juillet dernier. On parle de milliards. Alors parfois, on ne se représente pas forcément comment ça se traduit. Mais pour vous donner peut-être quelques exemples sur la Bretagne, au cours des 10 dernières années, la Banque européenne d'investissement a investi, donc a mobilisé des ressources européennes à hauteur de plus d'1,6 milliard sur le territoire breton. On parle bien sûr des transports avec les LGV, les 2 métros de Rennes, le port de Brest, donc sur de l'infrastructure qui va permettre l'attractivité des territoires. On a parlé bien sûr du développement de la fibre, très importante pour justement attirer des entreprises et développer des entreprises sur le territoire breton. Donc ce sont des initiatives de ce type que la ressource européenne permet d'accompagner, de supporter, pour mobiliser, pour structurer les différents territoires, et la Bretagne en est un exemple, avec une thématique importante, majeure, qui trouve ses sources avant la crise, mais qui a été accélérée par la crise. Qui est naturellement la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement au sens large. Je dis que ça existe avant, puisqu'on avait déjà cet engagement dans nos priorités. On avait des engagements qu'on avait pris notamment dans le cadre de la COP21 en 2015, portant de l'ordre de 25% de notre activité consacrée à ces projets. Et on a senti, sous la pression populaire, mais aussi la mobilisation de nos actionnaires, qui sont les États membres, qu'il fallait accélérer. Et c'est pour ça qu'on a porté cet engagement à 50%. Alors, petit cocorico en étant chauvin également, il faut noter qu'en Bretagne, sur les 10 ans, je parlais d'1,6 milliard, 80% des projets qui ont été financés sur le territoire breton ont déjà une composante climatique, c'est-à-dire que c'est des projets qui avaient un impact positif sur le climat. Et ça, je pense qu'on peut en être fier, parce que c'est une spécificité de la Bretagne. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, au contraire. Ça veut dire que ça révèle un marché qui est moteur, qui est dynamique, et qui demande encore plus à être accéléré. Il y a des ressources européennes pour ce faire. Effectivement, parce que vous disiez, Charles Kabilic, la difficulté de la transition, de la transformation, c'est que finalement, la transformation écologique, elle a un coût. Et qu'en fait, il faut d'abord, entre guillemets, c'est un peu un investissement d'avenir. On va d'abord dépenser de l'argent pour pouvoir éventuellement avoir un retour sur investissement après. Je pense qu'il y a un changement culturel à avoir pour nos PME. Dans le digital, ça fait une vingtaine d'années que les startups, elles savent que pour se développer, elles doivent lever de l'argent, elles vont aller chercher des capitaux, parfois trop d'ailleurs, c'est presque un sport principal de fondateurs de startups, mais elles se développent parce qu'elles ont des capitaux et elles ont des ambitions très fortes. Dans le monde de la PME, moi j'ai eu la chance de créer aussi quelques activités de PME avant, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt on a tendance à se développer par ses propres fonds propres, vouloir rester seul chez soi et vouloir vivre, entre guillemets, en vase clos et une croissance modérée. Sauf que la réalité, c'est que là maintenant, les PME, pour se transformer, elles vont avoir besoin de capitaux, beaucoup plus qu'avant. On ne produit plus de ETI en Bretagne depuis une vingtaine d'années, plus beaucoup. Les Leduf, les Verlingues et tous ces gens-là qui ont fait des empires magnifiques, on a du mal à reproduire ça aujourd'hui. Et si on veut recréer des ETI sur nos territoires, il va falloir mobiliser des capitaux, pas que sur des startups, il va falloir les mettre dans des entreprises qui vont être capables de faire des build-up, de se transformer et de garder ces centres de décision en région. Si on ne fait pas ça, on va avoir des PME qui à un moment donné vont céder la main, des centres de décision qui manifestement vont plutôt se décaler vers l'Est ou vers Paris, et donc on risque de perdre à la fois le centre de décision et l'emploi. Donc nous, comme on est très attachés à nos territoires, que ce soit produit en Bretagne, que ce soit Arkea, que ce soit Epopée, on est tous impliqués pour faire en sorte que ces territoires se développent et qu'on puisse vivre et travailler dans les territoires qu'on aime. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette des capitaux, il faut qu'on accompagne humainement, en plus, les dirigeants pour le faire.
Justement, Benoît Bonaventure, c'est ce que vous faites. Vous, chez Oui. Arkea, c'est exactement ça, c'est de pouvoir aider à la construction d'un projet et au financement d'un projet sur les énergies renouvelables. Oui, complètement. Et puis avant juste de rentrer sur cette thématique-là, on a aussi le sujet de l'épargne. Bien évidemment, l'épargne aujourd'hui, l'épargne elle est clairement fléchée. Elle est fléchée aujourd'hui au niveau d'Arkea Banque, entreprise institutionnelle par exemple. La gamme qui est proposée, elle est 100% investissement socialement responsable. Et puis c'est un choix qui avait été déjà fait il y a quelques années. Quand on réalise des financements, et je vais y venir, ils ont également une seconde vie. Pourquoi ? Parce qu'on a des investisseurs qui gravitent autour de la banque, des placeurs avec des volumes importants qui souhaitent également donner du sens. Et donc quand on émet des green bonds, finalement ce que l'on va avoir derrière sont des financements qu'on a levés. Sur ces financements, aujourd'hui il y a deux sujets. Le premier financier, bien évidemment, on accompagne les structures corporate classiques, mais en financement de projet, on a un accompagnement complètement global. Il faut savoir que ce sont des financements qui sont sans recours. Donc il faut absolument finalement que le projet fonctionne. Donc quand dans le tour de table, vous avez les porteurs de projets, les établissements bancaires, que ce soit également l'ABEI ou que ce soit en participation citoyenne, par exemple Gweneg, tout le monde est embarqué dans le projet. Quand on diligente des audits techniques, juridiques, assurantiels, c'est tout le monde qui est réuni autour de la table. Il y a une vraie coopération pour accompagner les projets. L'autre sujet, et ça c'est très important, et Arkea l'a défini vis-à-vis des entreprises et de l'ensemble de ses parties prenantes, c'est que demain finalement on ne jugera plus une entreprise, une contrepartie exclusivement à l'aune de sa situation financière. On va prendre en considération également des critères extra-financiers, ces critères extra-financiers pour avoir une performance globale. Performance globale. Pourquoi ? Certes, certaines grandes entreprises ont l'obligation de faire des déclarations de performance extra-financière et d'expliquer ce qu'elles font avec leurs salariés, ce qu'elles font avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, au niveau d'Arkea, pour donner par exemple deux chiffres, tout à l'heure je citais le financement de projet, c'est 200 millions d'euros, mais on a mis en place un crédit à impact qui s'appelle un prêt pacte, et en fait qui permet de bonifier les conditions financières jusqu'à 20% des frais financiers en fonction de l'atteinte de critères ESG. Ces critères, ils ne sont pas définis par la banque, ils sont définis par une structure indépendante qui est Etifinance. Ce que l'on s'aperçoit, que ce soit à Quimper avec l'OPAC de Quimper, que ce soit avec des structures de l'énergie comme Nasewin ou autres, c'est que ça embarque toute l'entreprise. Ça a été rappelé à plusieurs reprises dans les différentes tables rondes sur l'emploi. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils arrivent dans une structure, ils ont besoin d'arriver dans une entreprise qui a du sens. Et connaître véritablement comment elle interagit avec ses parties prenantes. Alors, tout nouvellement sorti des presses, les derniers résultats, notamment sur le pré-pacte. Aujourd'hui, on fait plus de 300 millions d'euros en un peu plus de 18 mois, avec plus de 60 contreparties. Il faut savoir qu'auparavant, ces crédits-là, ils étaient réservés finalement aux très grandes contreparties à plus de 50 millions d'euros. On a décidé de le démocratiser et de l'ouvrir à hauteur de 3 millions d'euros. Donc finalement, c'est agir sur le financier, l'extra-financier, et dans un contexte qui a été rappelé aussi dans d'autres tables rondes, qui est le contexte de la taxonomie. Et ce contexte de la taxonomie, finalement, ne va pas nous contraindre. Je pense que c'est plutôt aussi une opportunité de mesurer la part verte dans nos encours et surtout d'éviter éventuellement le greenwashing. Alors, la taxonomie, je vais me tourner vers vous, justement, Grégoire Chevière-Le Drian. Une petite définition déjà pour celles et ceux qui ont du mal à évaluer ce que peut être la taxonomie. Alors, peut-être pour préciser, ce n'est pas une taxe, il faut préciser assez rapidement. Non, c'est une définition commune européenne de ce qui est vert et de ce qui ne l'est pas. Et là-dedans, il y a plusieurs éléments intéressants. Le premier, c'est que c'est européen. Et c'est un travail qui a été fait par des experts mené par la Commission européenne. Et on peut se féliciter d'aboutir à un niveau européen à une vision à peu près commune de ce qu'on peut définir comme vert. Alors ça donne de la crédibilité et de la force à ceux qui en faisaient déjà, et ça donne aussi un objectif aux entreprises qui devront se conformer, en particulier les entreprises de plus de 500 salariés, qui devront se conformer à cette règle, à cette typologie d'investissement, cette typologie d'activité qui rentre dans la taxonomie verte. Et quels sont les critères justement sur quel projet est-ce que la BEI va s'engager ? Et surtout sur lesquels elle ne s'engagera plus déjà, et vers lesquels elle a envie de s'engager aujourd'hui. Alors, on a pris récemment trois décisions importantes dans le cadre de la transformation et de l'évolution de la Banque européenne d'investissement en Banque européenne du climat. C'est notre ambition. Une première décision, ça a été de définir et de redéfinir notre politique, notre stratégie en termes de politique énergétique.
Et c'est passé par l'exclusion d'une partie de notre activité que l'on faisait jusqu'à présent, en particulier des projets que l'on accompagnait qui mobilisaient des énergies fossiles. On a maintenant un seuil qui peut parler, qui est de 250 grammes de CO2 émis par kilowattheure produit, en deçà duquel nous ne financerons pas le projet. Alors, ce qui quelque part pose la question de qui va le financer, s'il va se financer. Et ce qui est important, c'est surtout d'être dans la transformation. Donc on fait aussi de l'accompagnement de nos contreparties, que ce soit des contreparties publiques ou des contreparties privées, donc des entreprises, pour les amener à reconsidérer un investissement pour qu'ils se conforment à cette règle et pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur le climat. Cette première définition, cette première règle d'exclusion a été mise en place dès 2021. On a un deuxième pilier fort, je le rappelais tout à l'heure, c'est un engagement en termes de volume, qui va nous permettre de contribuer à cet engagement très fort de la Commission européenne et du mandat que s'est donné Mme Ursula von der Leyen de Green Deal, avec plus de 1 000 milliards d'euros mobilisés sur la prochaine décennie. Nous allons contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Et le troisième pilier, qui est un pilier qualitatif, mais qui est très important, c'est ce que l'on a défini comme alignement aux accords de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est très bien de financer 50% de projets qui ont un impact positif sur le climat, mais si les 50 autres % ont un impact négatif, votre portefeuille global ne sera pas très bon pour le climat. Donc on s'est engagé à ce que tous les projets que l'on finance, au pire, aient une neutralité carbone. Ce qui va continuer à nous permettre de financer des projets en particulier dans l'innovation, qui n'ont pas d'impact ni positif ni négatif sur le climat, mais ça fait partie de notre ADN. Et je tiens à le souligner, il y a 2 ans, on a par exemple financé une petite entreprise qui faisait de la R&D sur des méthodes innovantes de vaccination. Ça semblait nous convaincre, on a été convaincus par cette boîte, qui avait des propositions de rachat d'ailleurs sur d'autres marchés. Et cette petite entreprise, c'est BioNTech, qui permet en particulier à ce qu'on soit là aujourd'hui pour ceux qui ont reçu un vaccin Pfizer. L'innovation, évidemment, c'est important. Karim Essemiani, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, vous m'avez dit, en fait, on s'est rendu compte que nos souscripteurs nous ont dit, mais il va falloir changer, trouver nos modes de financement pour pouvoir accélérer cette transformation. Il faut modifier, quoi. Il faut changer les choses. Clairement, encore une fois, la crise sanitaire a complètement exacerbé cette notion de donner du sens et vivre comme si de rien n'était était juste quelque chose de techniquement et psychologiquement impossible. Donc la volonté de dire s'il y a des choses sur le territoire, et c'est ce que disait Charles, accompagner les mutations, oui, mais en tous les cas accuser réception. Il faut absolument qu'il y ait transformation et mutation. Et les citoyens, aujourd'hui, ils souhaitent être impliqués. Aujourd'hui, nous on appelle ça l'église au centre du village. Il est très important de pouvoir créer du lien entre des projets qui sont structurants, des projets qui sont en mutation, et les écosystèmes. Et un écosystème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est dans un périmètre d'une vingtaine de minutes autour du projet. Je suis salarié, je suis conjoint d'un salarié, je travaille dans un commerce de proximité où des salariés sont concernés. Ces écosystèmes, il faut à tout prix les intégrer dans ces phases de transition où il y a effectivement des phases d'investissement CAPEX qui peuvent être assez conséquents. Et quand on est sur des sites où il y a de la production avec une dimension verte, absolument créer un lien qui d'abord amène de la consultation, de la concertation, de l'acceptation et de l'interaction. Aujourd'hui, les gens ils disent on veut être impliqué. Ce n'est pas juste demandez-nous notre avis dans une enquête publique ou un débat public. On veut rentrer dans la gouvernance partagée. On veut placer notre épargne. Et aujourd'hui, placer notre épargne, c'est je veux financer un projet que je peux voir de ma fenêtre. Et il y a déjà plusieurs exemples concrets qui ont été mis en place sur le territoire. Complètement. Aujourd'hui, on était dans la session précédente, il mentionnait, il n'y a pas aujourd'hui un projet photovoltaïque, éolien ou même méthanisation, on n'intègre pas le financement des citoyens. Pour plusieurs raisons. La dimension acceptabilité est un premier élément, mais aussi des éléments cahier des charges, où quand on répond à un appel d'offres, on coche une case financement citoyen, on a obligation de faire du financement, sinon vous avez du malus, mais créer du lien devient un quasi sine qua non pour tout projet dit de transition où il faut absolument impliquer les citoyens locaux. Donc oui, il y a des exemples. Nous, on a fait une opération sur un parc photovoltaïque et très très belle histoire puisque c'était les anciennes mines, donc un site sol pollué, impossible d'en faire de la production agricole, pas de projet de promotion immobilière. Le propriétaire a dit, et si on produisait de l'énergie, très intéressant, un financement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, très important d'avoir de la syndication sur l'ingénierie financière.
un conseiller de Bill Clinton disait « It's about economy, stupid ». Donc il faut que les fondamentaux économiques, financiers soient bons. Enfin, ces critères nécessaires non suffisants. Une fois qu'on dit ça, je viens impliquer les citoyens sur une partie gouvernance, soit ils viennent prêter, soit ils viennent souscrire. Sur cette opération, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a mis en place une triptyque. Une société d'exploitation, les financeurs avec la société d'exploitation, les élus, très important d'impliquer les élus des communes qui sont systématiquement exposés. Pourquoi ce projet? Qui va payer le projet? Quels sont les impacts collatéraux? Et le partenaire sur la partie financement citoyen. Et on revient à quelque chose qui est au cœur même de ce qu'on fait en Bretagne. Moi, j'appelle ça le comptoir du bar PMI. Remettez de la consultation, de l'échange. Mettez tout le monde dans les mêmes endroits, se retrouver sur les marchés, se retrouver dans les mairies, commencer à discuter, expliciter le projet, expliciter les bienfaits du projet, expliciter les usages des flux financiers, expliciter l'interaction des citoyens. Et là, sur une opération comme Bru, on devait collecter, donc c'était 1% du montant total, un projet à 10 millions d'euros, 1 million d'euros collectés, obligation de donner la priorité aux habitants locaux. Tout à l'heure, je vous disais, mon territoire, c'est ce qui se passe autour de moi. Donc on a fait 10 jours pour les habitants des 2 communes, 10 jours suivants les habitants du département, les 10 suivants les départements limitrophes, et à la fin on était censé ouvrir au département, tous les départements bretons. Les 10 premiers jours, on a juste collecté 900 000 euros. Et ce n'est pas forcément les communes où vous avez de la CSP++. Et si vous avez du 900K collecté auprès de citoyens à revenu médian, ce n'est pas parce que c'est des gens qui n'ont pas pris le temps d'étudier le projet. C'est parce qu'ils ont rencontré les élus, les sociétés, les financeurs, et ils ont compris l'intérêt pour eux que de participer à ces projets. Avec une participation qui n'est pas forcément énorme d'ailleurs. Ah bah c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. On a eu un autre projet par exemple dans le golfe du Morbihan, on a financé un projet d'ailleurs porté par le fonds FEDER, une expérimentation, vous avez une SAM 56 et Sabella, une entreprise finistérienne, et pareil, la volonté de faire participer principalement les habitants locaux. Que ce soit sur Bru ou sur ce projet-là, les gens ont dit finalement, avant opération et post-mise en route, 80% de ma consommation énergétique, elle aura pour origine une énergie renouvelable. Et ça, c'est un vrai différenciant. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul client qui ne rentre pas dans un magasin et qui dit « c'est quoi les impacts carbone ?» Et ça, c'est dire « je suis un acteur de mon écosystème de la réduction de l'empreinte carbone ». Justement, chez Arkea, Benoît Bonaventure, vous faites partie de ces projets qu'évoquait Karim Essemiani. Vous êtes un des premiers investisseurs auprès de ces sociétés économiques mixtes où on allie investisseurs, citoyens et collectivités pour mettre en place des projets concrets sur le territoire. Et des projets qui n'ont pas forcément à grande échelle, c'est-à-dire que aussi modifier le paysage climatique, écologique d'un territoire, c'est aussi financer des petits projets. Oui, alors c'est financer des projets bien évidemment de toute taille. Je vais rebondir sur ce qu'évoquait Karim. On a eu la chance d'accompagner différents projets. Je vais revenir sur un exemple brétilien également. Mais c'est notamment l'accompagnement qui est fait par les sociétés d'économie mixte. Les sociétés d'économie mixte d'énergie notamment sont des émanations des syndicats d'électricité au niveau départemental. La plupart des collectivités locales y siègent. Et moi, je saluais le travail remarquable qui est effectué par les équipes de ces sociétés d'économie mixte. Je vais citer Énergive, mais je peux citer également Morbihan Énergie ou la SAM Énergie en Finistère ou la SAM Énergie 22. Le travail est remarquable parce qu'il y a un travail de sensibilisation au niveau local pour réussir à avoir une acceptation sociétale et environnementale sur ces projets. Il y a certains sujets, on le sait, qui sont plus clivants que d'autres. Il est clair que la création d'un nouveau parc, par exemple terrestre éolien, peut poser des questions. Une extension est plus acceptable. Une remodification, ce qu'on appelle du repowering sur de l'éolienne avec moins de bruit, plus de performance ou autre, est un sujet et a plus d'acceptation. Sur l'exemple, on n'est pas très loin de Bru toujours, un site en reconversion de site, une reconversion de site, pardon, qui était une ancienne installation un site de stockage de déchets ménagers. Dont l'exploitation s'est arrêtée il y a plus d'une vingtaine d'années. La seule possibilité également pour aliéner ce foncier, c'était la possibilité de faire une centrale photovoltaïque, donc de 10 hectares en l'occurrence. On a accompagné l'ensemble des équipes d'Énergive sur ce projet, qui était un financement de projet, comme j'évoquais tout à l'heure avec tous les compartiments. On a pu voir le travail qui a été fait par les équipes aussi en termes de sensibilisation au niveau local sur ce projet. Et puis du financement citoyen a été levé également pour une petite partie, mais on voit que ça rencontre un engouement très important. Tout à l'heure, Karim évoquait qu'il peut y avoir un malus, mais il y a un bonus aussi, c'est-à-dire que la participation citoyenne permet d'avoir un bonus au mégawattheure, et donc nous ça nous plaît parce que ça améliore le business plan finalement quelque part. Et un
un autre exemple, et après j'arriverai sur un point de vigilance, également sur la méthanisation. Nous, on intervient beaucoup sur des projets de méthanisation de territoire, associant des agriculteurs, des agro-industriels, des constructeurs, des collectifs de citoyens. Mais sur toute cette chaîne de la méthanisation, moi, ce que j'appelle une chaîne de l'énergie, c'est extrêmement important. En amont, on a les acteurs qu'on a évoqués. On a la méthanisation en elle-même, où il va y avoir du digestat qui va permettre de limiter le recours aux produits phytosanitaires. Et donc, avec cet amendement notamment organique, on a une injection de gaz dans le réseau qui va servir à alimenter des stations de gaz GNV qui vont équiper des véhicules et des transporteurs routiers ou de voyageurs ou de transport de marchandises. Transport de marchandises, on sait qu'elles doivent reconvertir leur flotte. Mais finalement, tout ça, c'est un maillage territorial, ce sont des acteurs territoriaux, et on construit alors quelque chose qui n'existe pas, mais finalement un PIB territorial. Et ça, c'est une notion qui est importante sur un territoire, parce que finalement, on agit sur l'environnement, on crée de la valeur en local, on donne du sens en informant avec des acteurs comme les sociétés d'économie mixte qui associent des porteurs privés et publics, par exemple. Et je crois que c'est extrêmement important d'avoir finalement ce qui fait l'essence de la Bretagne, qui est l'esprit coopératif et la coopération. Alors, chaque Kabylie, je l'évoquais avec Benoît Bonaventure, la difficulté aussi, c'est de pouvoir trouver des financiers, des investisseurs sur des petits projets, puisque je le disais, évidemment, cet investissement a un coût. Et comment on fait pour convaincre les investisseurs que peut-être que le projet dans lequel ils vont investir, c'est peut-être pas le plus rentable immédiatement, mais d'avoir les critères ESG sont des critères qui sont essentiels. Comment on fait pour pouvoir capitaliser sur ces critères-là et donner envie aux gens d'investir? Alors, la taille d'un projet, pour moi, c'est pas le sujet principal au moment de l'investissement. Tout à la taille au moment où on investit. Quand on investit dans une start-up, on investit sur une entreprise qui a 2, 3, 4 collaborateurs. C'est la dynamique qu'on peut y mettre et le potentiel de croissance, la profondeur de marché. Il y a des très très belles réussites en Bretagne. Je prends le fonds West Valley 1 Digital qu'on a créé il y a 5 ans. On a eu 2000 start-up qui nous ont écrit. 2000. On en a financé 19. Alors c'est une grosse sélectivité, hein, on fait beaucoup de déçus. Mais sur les 19, il y a des boîtes qui ont des impacts colossaux. Je pense à Écoterie, on parlait tout à l'heure d'Écoterie, qui est une boîte brestoise. C'est une entreprise qui a fait une croissance colossale et qui a un impact positif en plantant des arbres et en faisant quelque chose de significatif. Et je prends un exemple américain qui est tombé la semaine dernière. Elon Musk a dit « Je donne gratuitement 100 millions de dollars à toute personne qui réussira à avoir une idée intelligente pour aspirer du CO2 ». En disant, partant du constat qu'il n'est pas possible de transformer toutes les entreprises de la planète assez vite par rapport à l'enjeu climatique et que le vrai enjeu, c'est d'aspirer. Il faut transformer, mais en même temps, il faut aspirer. Et bien, ils ont commencé à trouver des projets là, qui vont aller très très vite. Et nos régions peuvent être des territoires d'expérimentation incroyables sur des projets nouveaux qui ont sans doute besoin de capitaux, qui ne seront pas rentables pendant peut-être 4, 5 ans, 10 ans. Mais pour ça, on a la chance en France d'avoir la BPI, la Banque des Territoires, la BEI et des fonds d'investissement comme nous qui sommes capables de porter du risque pendant une durée relativement longue, 10 ans, 12 ans, et d'assumer ce risque. Et les banques, elles font leur rôle aussi parce qu'elles sont capables, en fonction des investisseurs, de mettre de la dette. Parce que Epopay y a cru, parce que BPI y a cru, parce que BEI y a cru, la banque elle va dire ok, moi j'y vais quand même, je vais mettre 50% de dette en plus. Donc aujourd'hui, pour moi, la taille du projet au départ, c'est pas un sujet. Le vrai sujet, c'est l'équipe, c'est quelle est l'expérience de cette équipe pour déployer quelque chose rapidement, et c'est la profondeur de marché qu'on peut imaginer derrière. S'il n'y a pas de profondeur de marché, ça va être très compliqué. Vous ne trouverez pas d'investisseur qui va aller se lancer avec vous. Et si l'équipe est trop faible, il n'y a pas non plus de faisabilité. Alors justement, Grégoire Cheverle-Le Drian, quels sont les projets sur lesquels il faut investir? Hier, le vice-président a évoqué, c'est compliqué quand on parle de climat et d'écologie, c'est qu'on investit sur quelque chose qui n'existe pas encore. On sait qu'il va falloir qu'on atteigne 2050, mais en fait, on ne sait pas ce qui va être l'innovation qui va permettre, vous parliez d'aspirer le CO2. Donc, vers quel secteur il faut justement investir? Est-ce que c'est justement que l'innovation, ou il y a déjà des éléments très prometteurs, et j'évoque notamment l'hydrogène en Bretagne, sur lesquels il faut continuer à investir pour aboutir à quelque chose de concret dans les années à venir? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'Europe aujourd'hui est sur cette thématique-là, sur cette dynamique. Donc, il y a des outils existants, il y a des secteurs sur lesquels on a investi. Je parlais tout à l'heure du transport, qui sont très importants pour décarboner. Il y a des secteurs qui sont
en transformation, des entreprises qui assument, et effectivement tout à l'heure c'était précisé, ce n'est pas que les startups qui vont assurer la transition écologique, mais ce sont aussi les grands pollueurs. Et les grands pollueurs, il faut les accompagner dans leur transformation. On a financé il y a quelques mois le groupe Safran, alors donc secteur de l'aéronautique, secteur qui va pas bien, mais secteur qui doit se réinventer pour demain favoriser un aéronautique décarboné. Et donc on a investi dans des projets de recherche et développement sur cette thématique-là. Il y a des ambitions qui sont portées par l'exécutif. On en a parlé avec Loïc Chenet-Gérard hier. Il y a de grandes ambitions pour la Bretagne et c'est le rôle, notre mission d'accompagner notamment les territoires qui sont ambitieux, qui ont une vraie dynamique, une vraie ambition sur l'impact climatique, de les accompagner et de pouvoir les financer. Et puis il y a effectivement des innovations que l'on ne maîtrise pas encore, ou que l'on sait qu'il faut investir peut-être dans la recherche fondamentale, investir sur des sujets que l'on ne maîtrise pas encore. C'est l'ambition qui avait été évoquée hier par le vice-président sur ce fonds aux côtés de Bill Gates pour investir sur ces technologies de rupture qui apporteront potentiellement des solutions de demain. Il y en a déjà qu'on a trouvé. On a financé récemment une nouvelle technologie qui évite les pics de consommation électrique par des micro-coupures sur les tableaux électriques qui ne se voient pas, mais qui permet de limiter au moment des pics de consommation le matin et le soir, d'avoir un surplus de demande et avec une offre qui ne suit pas forcément et qui mobilise et qui coûte très cher. Et cette entreprise qu'on a accompagnée à ses débuts, aujourd'hui marche très bien et a été rachetée d'ailleurs. Donc c'est ce type d'initiative qu'il faut accompagner, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit les startups qui apportent des innovations, les entreprises qui assument et qui souhaitent avoir cette thématique de transformation, il faut les accompagner. Et puis les territoires dans le développement des infrastructures décarbonées et puis dans l'ambition qui est portée en particulier aujourd'hui par la Bretagne. Bonne aventure chez Arkea, évidemment, vous avez une excellente connaissance du territoire en Bretagne. Quels sont justement les secteurs porteurs pour vous ? Alors, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on les connaît tous encore. Je crois que c'est important ce qui vient d'être évoqué. Bien évidemment, en Bretagne, si on fait aussi l'histoire, il y a un pouvoir méthanogène qui est important. Ça a été évoqué dans les tables rondes qui nécessitent peut-être d'encadrer notamment l'apport dans les méthaniseurs, ce qu'on appelle dans les intrants. Mais je crois que c'est nous, notamment sur les projets que l'on regarde en financement de projet, on a cette maîtrise-là. Donc là, il y a un pouvoir méthanogène très fort. Aujourd'hui, en Bretagne, la région en France qui a leader, c'est vraiment le Grand Est. Donc je pense qu'on peut s'inspirer. Et puis ce qu'on en a, c'est beaucoup d'injections directement dans le réseau. Également, alors ça a été épinglé un peu par la Cour des comptes cette semaine. Finalement, on a quelque chose qui existe, qui fonctionne et qui pourrait être amplifié, qui sont les réseaux de chaleur urbains ou des réseaux de chaleur industriels. Parce que finalement, on cherche aujourd'hui, je pense aux syndicats de déchets ou autres, ou des délégations de services publics qui arrivent en bout de course. On cherche à valoriser nos déchets. On sait qu'il y a des décrets qui limitent très fortement ou qui taxent de plus en plus l'enfouissement des déchets. Donc il faut les valoriser. Et ça demande beaucoup d'investissements. Ça demande des investissements en infrastructure, ça demande des investissements, ça demande du digital, ça demande beaucoup d'innovation. Ça va rejoindre un sujet qui est l'hydrogène. L'hydrogène, demain, on va certes l'avoir dans les transports, que ce soit, je pense notamment sur le train, c'est le tire-bouchon à Quiberon, ou pour faire avec les bateaux inter-îles, ou c'est d'ores et déjà le cas dans le ferroviaire, mais on en aura de plus en plus. Sans doute, demain, on aura une mobilité sur le vélo qui se fera avec de l'hydrogène et des petites capsules. Il y a des réseaux qui se mettent en place, les collectivités sont en train de se rassembler pour créer des infrastructures autour de cette filière. Je pense que l'hydrogène demain devra aussi être décarboné si on veut vraiment qu'il y ait du sens. Et surtout, un élément de l'hydrogène, il pourra servir de stockage. Hier, on évoquait en fait le problème de la dépendance énergétique de la Bretagne. Même si on produit de plus en plus, on est passé, Loïc Chenet-Girard le rappelait hier, de 3 à 12%. Il y a encore des efforts supplémentaires. Mais il y a également le stockage. Le problème de l'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien, du photovoltaïque, on a une énergie intermittente. Donc aujourd'hui, on travaille avec des opérateurs nationaux. Il y a même un fleuron aussi en Finistère Sud, Entech, qui travaille sur le stockage, lui pas à l'hydrogène, mais sur batterie.
c'est des vraies solutions d'avenir pour notamment aussi maintenir la capacité du réseau à absorber ces nouvelles structures. L'élément important aussi, parce que nous on travaille sur les ENR mais également sur la rénovation énergétique, j'avais eu l'occasion d'en parler. On a contribué à la rénovation énergétique de groupes scolaires, par exemple sur Brest. Il faut savoir que notamment dans les collectivités locales, que ce soit au niveau régional, départemental ou même au niveau des métropoles, la première dépense après le personnel, ce ne sont pas les intérêts, c'est pas la dette financière, c'est clairement l'énergie. Donc là, il y a un travail qui est à mener sur le sujet. Loïc Chénigérard le rappelait hier, 1 milliard de travaux de rénovation énergétique éventuellement sur la Bretagne pour les lycées. L'objectif, c'est quand même de diminuer aussi les émissions de gaz à effet de serre, d'avoir une production nouvelle. Et puis, il n'y a pas que des bénéfices économiques, il y a aussi des bénéfices non économiques et de retrouver un confort d'usage du bâtiment. Donc, je dirais, bien évidemment, il va y avoir les sujets de la mobilité, de l'hydrogène, le sujet, entre guillemets, du gaz et des réseaux de chaleur qu'il ne faut pas oublier, et du méthane. Le potentiel aussi marin, on a des énergies marines renouvelables. On a aujourd'hui le sujet de l'éolien en mer, mais on a d'autres choses. On a des sujets sur l'hydrolienne. Donc je pense qu'on a de belles choses à écrire. Il y a vraiment de belles choses à faire. Et surtout, il y a une association d'acteurs qui fait que ça va marcher. Et peut-être, pour conclure, je pense que c'est important parce qu'on est tous responsabilisés dans cette démarche. C'est l'adage de Saint-Exupéry, c'est qu'on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, mais on l'emprunte à nos enfants. Donc charge à nous, aujourd'hui, d'accompagner cette transition. Voilà. Magnifique citation, merci beaucoup. Elle n'est pas de moi. Hein. Oh bah j'ai bien vu, c'est pour ça que j'ai dit citation, je me suis permise de préciser citation. Justement, Carmen Semiani, vous évoquiez cette tendance de c'est près de chez moi, c'est vert, donc j'y vais. Justement, cette même question, quels sont les projets vers lesquels les citoyens vont avoir envie de s'engager économiquement? On a beaucoup parlé de la transition énergétique, effectivement tout ce qui est énergie renouvelable au sens très large. Les énergies marines, ça va être un enjeu important. On parle beaucoup de l'hydrogène également, où les citoyens ont besoin de s'approprier ces nouveaux usages, que ce soit le citoyen ou les entreprises. On oublie fréquemment que les citoyens sont aussi des salariés dans des entreprises, donc des entreprises souhaitent s'impliquer dans leurs écosystèmes. Un des sujets qui pour nous est très important, en tous les cas nous on est très impliqués, c'est les transitions agricoles. Bretagne, grenier agro-agri, dans un contexte d'agribashing qui est quand même assez violent, de dire un agriculteur, on lui demande de mieux produire, donc moins polluer, et en même temps, on va lui demander de faire ses investissements, d'absorber ses investissements, et de ne pas pouvoir répercuter finalement la hausse de sa production. Et à ça, il y a des vrais outils, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Charles, très intéressants. Nous, on est partenaire d'un pays à projet investissement d'avenir terre de source. Les eaux du bassin rennais disent, nous, la principale source de pollution, c'est pollution agricole. Il faut absolument qu'on donne des solutions aux agriculteurs pour qu'ils polluent moins. Donc l'agriculteur dit, d'accord, j'utilise des produits phytosanitaires, comment on fait? Et donc on a un budget, aujourd'hui c'est un projet à 56 millions d'euros, il y a une partie où on dit, on va financer des start-up qui proposent des solutions qui vont permettre à un agriculteur de moins polluer. Qu'est-ce qu'on va dire? La start-up va dire, moi j'ai besoin de deux choses, j'ai besoin de financement, je vais voir les banques, il faut que j'augmente un peu mes fonds propres. Mais j'ai surtout besoin de tester ma solution. J'ai besoin de voir sur 2-3 saisons si ça marche et comment je l'optimise. Donc j'ai besoin d'accélérer commercialement. Donc cette contrepartie de prise de participation, il y a un partenariat avec des agriculteurs locaux qui sur 3 récoltes vont tester les solutions. Et ça c'est génial pour l'agriculteur parce qu'il va voir en conditions réelles comment ça va se passer. Pour l'entreprise, ça va lui donner de la donnée réelle sur l'optimisation de son produit, de son service. Et surtout, l'agriculteur, il va bénéficier d'un label où le consommateur final, c'est-à-dire vous et moi, quand on va dans un supermarché, on se dit, tiens, label terre de source, un agriculteur qui est engagé dans la transition. Et là, on est dans une vraie triptyque gagnant-gagnant-gagnant. Est-ce que justement ça, Charles Kabylie, qu'on terminera avec vous, vous parliez de la possibilité d'avoir des investisseurs qui veulent investir sur le territoire breton. Est-ce que c'est justement cette dynamique-là que l'on peut voir sur le territoire où on est plusieurs à se mettre ensemble et à expérimenter pour réussir à avoir un territoire climatiquement efficace? Moi, je suis convaincu que d'abord, c'est ensemble qu'on va réussir cette transition. Et surtout, l'écologie, c'est une opportunité, ce n'est pas une contrainte. Je pense qu'il faut qu'on se dise que là, on a devant nous une dizaine d'années magiques où tous les projets sont possibles. Il faut emporter tout le monde. Il faut emporter les PME, parce que c'est elles qui aujourd'hui portent l'emploi français, donc il faut les transformer. Il faut animer le digital, et ça c'est très bien fait aujourd'hui. Il y a énormément d'accompagnement pour aider les gens à se développer, à avoir des idées.
Et il faut probablement associer un maximum les populations autour. Parce qu'on a des fleurons en local, Entech tout à l'heure, il faut qu'on fasse du tourisme d'entreprise. Si les Quimpérois savaient qu'ils ont une très belle entreprise comme ça sur leur territoire qui est en train de transformer le stockage de l'énergie et potentiellement demain être un fleuron européen, voire mondial du sujet, mais on a plein d'entreprises comme ça. Globalement, on n'est pas assez fiers, je trouve, globalement, de notre écosystème. La Bretagne est atypique. Ce qu'on a créé sur West Web Valley, c'était unique en France. Ce que tu as créé sur Gwenex, c'était très innovant également. Et on a la chance d'avoir une région où le public et le privé fonctionnent très bien ensemble. La région a investi 10 millions d'euros dans notre fonds d'investissement Épopée Transition pour aider à ce changement sur les PME. Des régions impliquées en equity, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, moi, je tire mon chapeau à Loïc Chenet-Girard sur le sujet parce que je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience collective et qu'on peut transformer cette économie facilement si on travaille ensemble. Et la Bretagne attire. La Bretagne a de la surface, des mètres carrés qui peuvent servir à mettre des panneaux solaires, à expérimenter plein de choses. Et en Bretagne, c'est tout ce que j'ai constaté dans les dernières années, on peut faire des prototypes sans trop être vu des autres, et puis un beau jour arriver sur le marché avec un produit fini. Moi, j'ai fait sur plusieurs entreprises déjà, et ça a à chaque fois très bien marché. Donc moi, j'invite tous les porteurs de projets à s'installer en Bretagne, créer de l'emploi en Bretagne, et venir nous voir pour qu'on les accompagne le mieux possible. Message reçu, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Merci messieurs, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler l'année prochaine et de pouvoir mettre en avant encore plus de concrétisation de projets pour un territoire climatiquement exemplaire. Merci beaucoup. Et c'est la pause. Et sachez qu'à 14h, il y a une plénière ici avec Hugues Mélich et Vincent Bedouin. À tout à l'heure.